en Égypte. اللي قدر ان هو يوصل بنسب الشفاء ونسب التعافي من فيروس كورونا الى المعدلات المطلوبة العالمية. النهارده احنا بنقول للجنة العلمية شكرا، بنقول لهم ان ما زال المشوار طويل، ما زالت الحرب قائمة واحنا قدها جميعا. السادة شهداء الأطباء. De même, je m'adresse au personnel médical, je m'adresse également aux médecins de la première ligne dans les hôpitaux de confinement. Je vous remercie infiniment. Je salue tous vos efforts déployés au cours de 9 mois derniers. Et nous apprécions et nous saluons tout ce travail et on va relater aux générations futures que ces médecins ont déployé des efforts louables et qui ont sacrifié leur vie pour que nous puissions continuer le parcours et pour préserver l'État égyptien. Dr Ahmed Hegazi, le chef de la société holding des médicaments, Madame Ghorab, le chef de l'entreprise pharmaceutique, Dr Awad Gabr, représentant du système pharmaceutique en Égypte, sur lequel nous avons compté dans le domaine pharmaceutique et nous avons pu satisfaire tous les besoins en médicaments. De même, on a mis en place un protocole conformément aux besoins et conformément aux potentialités disponibles. Et à travers toutes les méthodes scientifiques, nous avons compté sur la subvention pharmaceutique à l'intérieur de l'Égypte. Nous avons pu fournir tous les médicaments nécessaires pour préserver le système sanitaire en Égypte. Et comme vous savez, le système sanitaire n'a pas été affecté négativement par le coronavirus et nous avons pu prouver que nous sommes à la hauteur de la lutte anti-coronavirus. Je vous salue. Et je vais présenter toutes les réalisations accomplies par le comité scientifique au cours de la période de la lutte anti-coronavirus. J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter Dr Mohamed Hassani qui va présenter les réalisations accomplies par le comité scientifique. Au nom de Dieu clément miséricordieux, bonjour à vous tous. Au nom de son Excellence la ministre de la Santé, je remercie les cadres médiatiques qui assistent à cette réunion, qui sont les partenaires dans le cadre de la lutte anti-crise. Et je remercie les représentants des entreprises pharmaceutiques qui continuent à nous soutenir jusqu'à l'instant et qui n'ont épargné aucun effort pour réaliser tous nos besoins. En réalité, je vous remercie infiniment et avant tout mes propos concernant les efforts déployés par le comité scientifique, je m'adresse à vous. Je remercie pour tous vos efforts déployés pour combattre cette crise. Et il y a plusieurs pays, comme vous avez vu, plusieurs pays voisins ont tant souffert des problèmes pharmaceutiques et de la pénurie de certains types de médicaments, mais grâce aux efforts déployés par les responsables en Égypte, on a pu satisfaire tous les besoins en médicaments. De même, comme vous savez, nous appliquons les sciences pour combattre le coronavirus. Et les pays qui ont participé à la mise en place et à l'adoption de la science et à l'accès aux informations nécessaires ont pu se développer. Et l'Égypte est un bon exemple des pays qui ont pu combattre cette crise au moment où d'autres pays souffrent de certains problèmes économiques, sanitaires et sociaux dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Et j'avais l'honneur d'adhérer au comité scientifique. Et le premier défi à relever, c'était le manque d'informations. Tout défi relevé par le médecin qui cherche des bases scientifiques, c'est la médecine basée sur les informations.
Donc, on ne dit pas que le meilleur médicament est tel ou tel ou que le chemin à parcourir est tel ou tel, mais toutes les maladies qui doivent être combattues ont besoin du temps et d'informations nécessaires. Quand vous voyez, il y a des études à travers lesquelles nous pouvons avoir accès à des informations sur le coronavirus et nous avons pu préciser que 80% des cas infectés du coronavirus ont été traités et nous avons pu préciser le taux de mortalité et nous avons pris un peu du temps pour avoir accès à de telles informations. Et à la fin, il y a les études cliniques et les recherches qui se trouvent au sommet de cette pyramide pour bien comprendre cette maladie et pour se protéger contre cette maladie. Et en tête de cette forme pyramidale vient l'analyse statistique et des études cliniques qui sont effectuées dans plusieurs pays pour parvenir à la fin à ce qu'on appelle les bases de guide et quelles sont les meilleures vaccinations, etc. La médecine basée sur cette forme pyramidale a été adoptée en Égypte et nous voulons parvenir aux informations sûres. Et les scientifiques ont pu profiter de ces informations à travers lesquelles ils ont mis en place des règles et des bases de guide qui ont été bien développées d'une manière prudente, de manière à assurer l'efficacité de cette méthode. Donc, le groupe scientifique a collecté toutes les informations nécessaires et c'était un effort louable déployé par ces scientifiques. De même, il y avait des amendements de protocoles scientifiques qui nous ont beaucoup aidé à traiter et à remédier plusieurs groupes, plusieurs malades. Alors, et à la fin de mon allocution, j'adresse mes remerciements à tous mes collègues membres du comité scientifique qui n'ont épargné aucun effort et qui ont travaillé jour et nuit pour fournir des informations sûres et minutieuses et effectives concernant le traitement de cette maladie. Et je vous promets que ce sera notre parcours scientifique, la médecine basée sur les informations, que Dieu protège l'Égypte contre tout mal. Merci, Dr Mohamed Hassan, l'assistant du ministre de la Santé et membre du comité scientifique, Dr Houssem Hosni, le chef du comité scientifique pour la lutte contre le coronavirus. Au nom de Dieu clément miséricordieux, je suis très ravie d'être avec vous et je suis très ravie d'être avec les partenaires de la réussite. Et laissez-moi au début que j'ai préparé une présentation, mais j'ai trouvé que la présentation ne va pas inclure tout ce que je voudrais dire. Nous ne sommes pas venus pour dire ce que nous avons fait, mais pour dire ce que nous allons faire. Peut-être ce qui a été fait, ça sera été une réussite, mais on n'a rien fait jusqu'à maintenant et on va faire toutes choses pour le bien-être des Égyptiens. Je vais expliquer qu'est-ce que nous avons déjà fait depuis 14 février, depuis l'apparition du premier cas infecté par le coronavirus. Et je continue à contacter ce cas qui a été infecté par le coronavirus. C'était le premier défi pour nous, comme Dr Hassani a déjà mentionné. Nous avons déjà pensé aux modalités du traitement de ce cas infecté. Nous avons bien diagnostiqué ce cas et nous étions incapables de préciser le traitement. Donc, Dr Hala Zayed constitue ou figure en tête des meilleurs médecins dans ce domaine. Donc, ce premier cas était un défi à relever et nous avons mis en place un protocole de traitement. Et comme Dr Houssani a déjà dit, il y avait une manque des informations. Pour cette raison,
nous avons compté sur l'expérience et l'expertise égyptienne. Nous avons mis en place le premier protocole. Le Dr Jehan Hassani va nous expliquer les changements qui ont survenu. Et nous avons un taux très élevé de cas de traitement et de guérison, mais donc nous avons relevé un autre défi très grave, à savoir, alors on a stoppé l'usage de certains médicaments et il y avait plusieurs pays qui ont stoppé l'usage de médicaments hydroxyzine et nous avons tenu une réunion avec Dr Hala Zayed et nous avons pris la décision de ne pas stopper l'usage de certains médicaments. Nous sommes dotés de nos propres études et selon les chiffres précis, on a trouvé que si ce médicament a été bien utilisé, il n'y aura plus des taux de mortalité. Et tout le monde a déjà adopté le système égyptien. Nous étions le premier pays à adopter le protocole scientifique et je suis sûre de ce que je dis. Nous avons utilisé des antibiotiques contre la coagulation. Il y avait des pays qui nous ont avertis d'utiliser le cortison, mais nous l'avons utilisé. Donc, nous avons utilisé des nouveaux protocoles égyptiens très clairs. Donc, nous avons amendé le protocole et nous avons utilisé des nouveaux médicaments. Au début, le monde a déjà dit que c'est un médicament très effectif. Et Dr Hassani a déjà dit notre évidence scientifique était très claire. Subitement, on a stoppé l'usage de médicaments, mais nous avons suivi les études nécessaires. Nous avons continué à utiliser ce médicament en dépit de certains doutes ou certaines suspicions. Donc, nous avons continué l'usage de ce médicament. Nous avons relevé plusieurs défis comme le plasma des personnes guéries et nous avons eu un seul objectif, à savoir la santé des Égyptiens et non pas la satisfaction ou de répondre aux personnes qui doutent de notre travail. Donc, nous avons bien travaillé dans ce domaine. Donc, notre seule satisfaction est de protéger tous les Égyptiens de cette maladie. Nous avons un grand défi à relever, à savoir l'adoption d'un protocole, mais les jeunes médecins doivent être bien formés sur ce protocole. Et Dr Kamel, sous les auspices de la ministre de la Santé, et Dr Ihab va nous expliquer le grand rôle que nous avons déjà mentionné. Est-ce que pour que quelqu'un dise que ce médicament est bien ou pas, où sont les études? Est-ce que le ministère de la Santé fournit seulement des services? Le ministère égyptien de la Santé a créé un centre de recherche et nous avons publié des recherches et Dr Noha Assem, l'assistant du ministre pour les recherches, va nous expliquer ce travail. Il y avait un autre défi à relever en tant qu'un pays. Nous avons mis en place un protocole et des recherches. Est-ce que ce médicament sera présent ou pas? Je remercie tous ceux qui contribuent à la fabrication des médicaments 100%. Chaque jour, il y a des pays arabes qui nous demandent de leur envoyer les médicaments. Donc l'Égypte sera pour toujours le pays pionnier au Proche-Orient. Donc, on continue à dire que nous ne sommes pas satisfaits jusqu'à maintenant de ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Nous sommes venus aujourd'hui pour vous dire que très prochainement, on va surmonter cette crise et l'Égypte sera capable à réussir. Que Dieu protège l'Égypte contre tout mal.
Merci, Dr Hossam Hosni, le chef du comité scientifique de la lutte anti-coronavirus. Maintenant, Dr Jihan, l'assistant du chef du comité pour la lutte contre le coronavirus. Au début, permettez-moi de présenter mes remerciements à tous les invités, en tête desquels figure Dr Hassani et mon collègue Dr Hossam Hosni. Je vous remercie infiniment pour votre présence et spécialement les représentants des entreprises pharmaceutiques pour votre soutien et pour la fourniture des médicaments nécessaires. Et nous avons mis en place un protocole et nous étions sûrs de la présence et l'existence des médicaments. Le protocole égyptien, le comité a été créé au mois de mars 2020 et avec la formation du comité, nous avons relevé un grand défi, à savoir la mise en place d'un protocole scientifique pour le traitement des cas infectés. Le premier protocole était au mois de mars. Le protocole était basé sur les données disponibles. Au début, nous n'avions plus davantage d'informations, mais le ministère nous a fourni des contacts avec les pays qui ont réalisé des réussites dans ce domaine. Pour cette raison, comme vous savez, il y avait certains pays expérimentés dans ce domaine. Nous avons mené des contacts avec la Chine et la Corée du Sud. Nous avons échangé des expertises et nous avons pu savoir leurs avis à l'égard de ce protocole. Et cela nous avait déjà aidé à mettre en place le premier protocole. Le premier protocole qui a été mis en place en mars 2020 était le premier protocole mis par le comité. Ce protocole a inclus l'explication de la situation, la définition des cas infectés, des cas moyens, des cas graves et délicats. Et nous avons mis en place le protocole adéquat à chaque cas. Le premier protocole du mois de mars se distinguait, se caractérise par l'existence des médicaments contre la coagulation et qui a inclus l'usage du cortison. De même, le protocole a inclus également des antibiotiques contre les virus et en se basant sur les expériences des autres pays, nous avons pu réaliser des réussites et nous avons utilisé certains médicaments. Nous avons Notariver ou Aluvia. Et ce sont des médicaments disponibles pour les cas infectés par le coronavirus. Et hydroxychloroquine a déjà réussi dans notre protocole en dépit de l'opposition de certains pays. Donc, le hydrochloroquine a été utilisé pour le traitement de certains cas infectés par le coronavirus. Donc, nous avons écarté certains cas qui ne doivent pas consommer ce médicament pour éviter certains effets secondaires. Et par conséquent, nous avons vu que certains pays ont stoppé l'usage de ce médicament. Comme j'ai déjà dit, des médicaments anticoagulation qui ont été utilisés depuis l'usage et l'application du protocole en mars 2020. Et il y avait plusieurs critiques adressées contre l'Égypte et contre l'usage de cortisone. Et nous avons répondu à toutes ces critiques. Mais par suite, c'était en mars. En mois d'avril, les cas, il y avait un trop élevé des cas infectés par le coronavirus et nous avons pu fournir des endroits pour le confinement des personnes et des cas infectés ou des personnes
et nous avons utilisé des hôtels comme des endroits de confinement des cas infectés du coronavirus et ces cas ont pu avoir les médicaments nécessaires. En réalité, selon le protocole d'avril, nous avons dit que l'usage de médicaments doivent être bien utilisés pour éviter les effets secondaires comme par exemple des troubles des battements du cœur. Il y avait des gens qui ont mal utilisé la combinaison de certains médicaments et nous avons élargi l'usage également des médicaments anticoagulation et nous avons utilisé ces médicaments dans le cadre du protocole préventif avant l'apparition des études qui ont encouragé l'usage des médicaments anticoagulation. Et nous avons utilisé des médicaments qui ont pu traiter des cas très graves au mois d'avril. Et pour cette raison, on a pu réduire le taux de mortalité. Concernant le protocole de mai, nous avons commencé à utiliser des antibiotiques anticoagulation et nous avons utilisé le cortisone dans certains cas et dans les cas moyens qui souffraient du manque d'oxygène. Nous avons commencé à préciser le moment adéquat de l'usage de cortisone et des médicaments anticoagulation. Et de même, nous avons conseillé aux cas qui souffraient du manque d'oxygène de dormir à plat ventre. Ensuite, il y avait le protocole de novembre. Le protocole de novembre a subi certains changements très puissants. Il y avait une longue période entre le mois de mai et novembre, mais au cours de cette période, le nombre des cas infectés a diminué et la courbe s'est inclinée. En mois de novembre, nous avons commencé à adopter un nouveau protocole et selon la décision du comité, on a adopté un protocole au préalable et il y avait une réduction du nombre des cas infectés. Et nous avons déjà dit qu'on va adopter un protocole préalable et en cas de la hausse du nombre des cas infectés. Et nous avons utilisé des médicaments contre le coronavirus et nous avons écarté certains médicaments du protocole et nous avons utilisé de nouveaux médicaments antivirus. Et il y avait des résultats de cette expérience. Et de même, nous avons commencé à voir les résultats de ce médicament. Donc, il y a le protocole de novembre, comme j'ai déjà dit, il y avait un changement des médicaments antivirus et nous avons précisé le moment adéquat pour l'usage des médecins antivirus. Au mois de novembre, on a déjà dit qu'aux 12 premiers jours, le médicament antivirus aura des impacts très puissants. Et donc, il y avait certaines inflammations dans les corps des cas infectés et pour cette raison, on a utilisé les médicaments anti-inflammation. De même, on a changé la définition de cas de coronavirus. Il y avait une classification des cas infectés par le coronavirus, des cas suspects, des cas touchés ou pas par le coronavirus. De même, ce protocole a inclus le rôle joué par les antibiotiques. Comme Dr Hassani a déjà mentionné, nous avons remarqué qu'auparavant, il y avait mal usage des antibiotiques
antibiotiques. Alors, on a déjà dit que c'est une maladie virale et si je doute d'un cas bactérien, on ne va plus utiliser les antibiotiques parce que ça sera inutile pour les malades et par suite, il y aura des problèmes à affronter à la fin de la pandémie. Comme nous avons déjà dit, nous avons ajouté dans ce protocole les symptômes de l'appareil digestif et pendant l'été, il y avait des nouveaux symptômes de l'appareil digestif qui ont fait leur apparition. Nous avons parlé également de la période post-Covid et qui a été inclus dans les recherches élaborées par le comité. Nous avons continué à suivre les symptômes post-Covid. Nous avons discuté de toute cette période et nous avons ajouté dans le protocole de novembre le contrôle de l'infection et la prévention contre l'infection, spécialement le personnel médical. Je crois que le protocole de novembre était global, tout en incluant tous les besoins, tout en incluant toutes les questions, tous les problèmes déjà trouvés dans les anciens protocoles. Nous continuons à travailler donc et depuis le protocole de novembre, nous continuons à travailler, à suivre les résultats des recherches et les résultats des médicaments consommés par les malades. Et ensuite, on va ajouter tous les nouveaux médicaments dans le protocole égyptien. Merci. Merci, Dr. Jehan Assel, le vice-chef du comité scientifique de la lutte anti-coronavirus. Maintenant, Dr. Hana Hassim va prendre la parole. Que la paix soit sur vous. Vous êtes tous la bienvenue. J'ai l'honneur d'être avec vous aujourd'hui. Permettez-moi au début de faire une présentation sur les recherches au cours de la pandémie du coronavirus au sein du ministère de la Santé égyptienne. Coronavirus a prouvé, non pas seulement à l'Égypte et à tous les pays, que les recherches et les analyses périodiques des données n'est pas une chose de luxe, mais cela constitue une base essentielle pour la prise de décision. Cela ne concerne pas le coronavirus, mais Son Excellence la ministre était attachée au sein de toutes les communautés à accorder un intérêt particulier aux recherches pour que nous puissions assurer davantage la collecte des informations et d'une manière méthodologique et tout en suivant un système scientifique pour profiter d'une manière maximale des informations et des données. Le ministère de la Santé déploie des efforts louables, spécialement dans le domaine des ressources humaines et le ministère est doté de davantage des données très précieuses, très minutieuses et de cette façon, nous sommes capables de prendre la décision non pas seulement au niveau local, mais nous comptons également sur les recherches scientifiques internationales. Au début, puisque nous parlons de la recherche scientifique, il y a le comité du Code des recherches scientifiques qui est chargé d'examiner les recherches et les propositions des recherches. Donc, si il y a des propositions fournies par des chercheurs, ils doivent se diriger vers ce comité pour bien conseiller le chercheur et pour publier les recherches dans des revues de bonne réputation d'une manière facile sans avoir des obstacles. Donc, en réalité,
nous avons pu moderniser les demandes du développement et nous avons pu faire dans une seule page tout ce qui est nécessaire. De même, il y a une accélération de toutes les informations et toutes les transactions sont faites d'une manière électronique. De même, on utilise le système automatique dans le domaine des recherches. Concernant les chiffres, le comité du Code des recherches scientifiques a reçu 90 recherches de 284 recherches. Et les calendriers étaient modernisés. De point de vue statistique, on dit que le moyen du travail du comité était 7 jours de travail. Et très rapidement, parmi les remarques qui ont été faites au cours de la dernière période, on s'est focalisé sur les recherches sur le coronavirus. Et les recherches qui ont été soumises au comité sont venues du comité ou du ministère de la Santé. Et les hôpitaux de confinement étaient dépendants du ministère de la Santé et il y avait des recherches soumises par des universités ou par des entreprises pharmaceutiques. Donc, en réalité, un bon nombre de recherches sur COVID-19 au sein du ministère de la Santé en coopération avec les universités et les entreprises pharmaceutiques. Concernant le design et la conception de ces études, la plupart de ces études sont des études d'observation. Je vais vous donner des exemples parce qu'à la fin, le média est basé sur les recherches pharmaceutiques ou les recherches sur les vaccins. Mais je voudrais dire qu'il y a des recherches également concernant les traitements cliniques, des recherches sur la distanciation sociale, sur le système sanitaire qui est très important. Et ces recherches sont très importantes et incluent la bonne prise des décisions. De même, il y a des recherches sur la prévention contre cette maladie. Et parmi les recherches les plus importantes qui ont été soumises au comité de la lutte anti-coronavirus, c'est ce qu'on appelle in-house ou dans les maisons. Toutes ces recherches incluent l'analyse des données, la publication des données. Tout cela a eu lieu au sein du ministère de la Santé. Et en tête de ces recherches figure la recherche faite sur le plasma. Il y avait 7 spécialisations qui ont pris part à la conception de ce protocole. L'usage du plasma des cas guéris de cette maladie et les modalités de faire don du sang et la coopération entre les différents hôpitaux. C'était une expérience, c'était un bon exemple de l'harmonie entre les différents secteurs. De même, l'étude qui a été faite sur la solidarité et l'entraide et l'Égypte figure parmi les premiers pays en Afrique qui ont participé à l'étude de la solidarité et de l'entraide. Et en réalité, l'Égypte, le nom de l'Égypte a été mentionné dans plusieurs revues. De même, il y avait un rapport qui a été élaboré par le comité de HCV Campaign où la campagne de virus de C. Dr Mohamed Hassani était le chef d'une équipe médicale et je suis incapable de mentionner tout le nom de l'équipe médicale qui ont participé à de telles études. C'était la deuxième expérience faite en la matière. De même, l'Égypte figurait parmi les 10 premiers pays qui a
et qui ont participé au recrutement. De même, il y avait plusieurs études menées dans ce domaine. Et donc, ces études concernaient la lutte anti-Covid-19 et toutes ces études ont été publiées dans plusieurs revues médicales. Donc, de même, l'Égypte a participé à la prévention contre cette maladie. C'était en 2008. Je faisais partie du comité du code du traitement. Et il y avait une invitation aux universitaires de participer à des recherches cliniques. Et j'ai réfléchi, est-ce qu'on peut trouver en Égypte une publicité pour encourager les universitaires à participer à des recherches cliniques? Et cette rêve a été réalisée en 2020. Il y avait 30 universitaires qui ont participé à de telles recherches. Maintenant, nous sommes à la phase du suivi des études. Il y a des études de remarques qui ont été établies. Il y a également des recherches et des études faites sur les femmes enceintes, sur les enfants et qui ont été publiées dans les revues internationales avec l'expérience du protocole égyptien et ses résultats. Vous voyez les expériences cliniques qui ont été effectuées par l'Égypte. L'Égypte figure parmi les 3 pays en Afrique qui participent à de telles études. Et à côté de tout cela, il y avait une opportunité que nous avons bien saisie. Il y a également des études cliniques qui ont été effectuées au sein du ministère de la Santé et Coopération avec des entreprises spécialisés dans ce domaine et il y avait des coordinateurs qui ont suivi des formations pratiques et pour avoir des résultats pratiques. Et nous avons eu à la fin des cadres médicaux qui ont été bien formés et en réalité, on a appelé plusieurs cadres médicaux à participer à de tels stages de formation et nous avons accorder un intérêt particulier à l'importance des recherches scientifiques. Et il y a des cadres médicaux qui ont profité de leur travail et qui ont profité de ces études et ils ont évalué ces études et qui ont été publiées dans plusieurs revues. Nous avons 40 coordinateurs dans le domaine des recherches qui sont capables de faire des études cliniques. Donc, on va continuer le travail, spécialement dans le cadre de renforcement des capacités humaines. Donc, dans le cadre du COVID-19, il y avait plusieurs questions qui ont été posées, les cas des malades. Pour cette raison, nous avons conçu un système électronique pour le suivi des cas infectés par coronavirus et concernant également les hôpitaux de confinement. Nous avons des données de 15 000 cas infectés dans plusieurs hôpitaux de confinement et il y avait 58 volontaires qui ont participé à stockage de ces données et il y avait plusieurs volontaires qui ont coopéré avec nous dans les hôpitaux de confinement. Et c'est l'un des points très importants. C'est l'une des publications très importantes qui vont être publiées dans les revues
quels sont les éléments de gravité, de mortalité. Donc, à côté des publications, il y a également le système de surveillance et de contrôle des données et des informations. Et à chaque période, on modernise les protocoles et l'analyse statistique et quels sont les éléments de gravité. Donc, on fait ce travail périodique et en tête desquels figure un exemple déjà mentionné par la ministre de la Santé. Elle a déjà parlé des maladies chroniques qui figurent dans notre priorité, spécialement en ce qui concerne la vaccination. Et ces maladies chroniques sont d'une importance excessive. Et je vous ai déjà cité des exemples des rapports périodiques publiés au sein du ministère de la Santé. Et c'est l'un des points les plus importants parce que on entend actuellement à propos des détails cliniques, mais ce qui m'intéresse, c'est l'application du système sanitaire. Est-ce que nous aurons besoin de changer les protocoles de traitement ou pas? Donc, je vais parler des symptômes. Par exemple, je parlais des symptômes. On s'intéresse aux symptômes, mais en réalité, les symptômes, laissez-moi vous confirmer que ces données, en août, étaient 10 000 malades dans des hôpitaux de confinement. On a collecté tous les données de ces cas infectés au mois d'août. Et cela nous montre qu'il n'y a plus un symptôme qui a devancé d'autres symptômes. Je parle des malades qui ont été confinés dans des hôpitaux de confinement au mois d'août. Il y avait un taux très élevé des cas infectés au mois d'avril et cela était dû au... Donc, nous avons adopté le système du protocole du confinement domestique. Donc, ceux qui n'avaient plus de symptômes ont suivi le traitement dans les maisons. Et cela a été reflété sur l'apparition des symptômes dans les hôpitaux de confinement. Et il y avait un autre exemple à citer, un exemple de la prise de décision. C'est la décision prise par le ministère de Santé. Nous pouvons compter sur les résultats cliniques à travers une analyse statistique un peu compliquée. Nous avons fait une comparaison entre les cas positifs et négatifs en se basant sur les résultats de CT. Et nous avons eu des chiffres très précis, 91 en comparaison avec le PCR. Donc, nous pouvons compter sur les résultats et sur les études cliniques. Parmi les études les plus importantes figurent les études qui incluent la collecte des informations, non pas seulement les données des cas infectés, mais des cas écologiques. C'était une étude menée par 16 pays, des études sur le profil des pays, le degré de l'humidité, le degré de la température des pays, le niveau social, économique et le mouvement à travers Google Maps ou la carte géographique du Google. Nous avons eu des résultats très intéressants et à la fin, nous avons effectué des études informatique. Alors, je donne des exemples des études déjà effectuées par le ministère. Nous avons une base de données très puissante au ministère de la Santé, en plus des autres initiatives. Donc, il y a une connexion, un réseautage entre les différentes bases de données et il y a
Donc, nous avons fait des études et nous avons collecté des informations sur les cas diabétiques et sur les cas infectés par le COVID-19 et nous pouvons calculer à la fin et préciser les effets secondaires de toutes ces maladies et les priorités du système sanitaire. Voilà les taux de mortalité. Nous avons trouvé que les mères qui ont eu qui ont eu 3 enfants ou plus de 3 enfants étaient plus affectées par le coronavirus. Et nous avons collecté des données très importantes qui nous aident à avoir les priorités nécessaires. Pour cette raison, tout cela montre les potentialités du ministère de la Santé et tout cela soutient les décideurs. Pour cette raison, la ministre de la Santé a décidé de créer des centres de recherche au sein du ministère de la Santé et ayant pour objectif la durabilité des études sanitaires. Le Covid va prendre fin, mais les recherches scientifiques doivent continuer pour toujours. Et tout cela, donc nous avons pu créer des groupes de travail avec des idées, avec des données importantes et nous travaillons sur de telles études qui auront des impacts positifs sur toutes les activités nécessaires. Je vous remercie infiniment. Je suis très ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci, Dr Noha Asim, la conseillère du ministre de la Santé pour le développement sanitaire, Dr Ihab Kamel, qui est membre du comité scientifique de la lutte anti-coronavirus, qui va passer en revue la formation du personnel médical au cours de la période de la lutte antivirus. J'ai l'honneur et le plaisir de poursuivre et de continuer le chemin de mes collègues. Et quand j'étais chargée d'être responsable de la formation au sein du ministère de la Santé, j'avais un avantage et un inconvénient. J'ai assumé la responsabilité à la suite de Dr Mohamed Fawzi. C'est un savant qui a travaillé dans ce domaine. Et concernant l'avantage, il y avait une période très calme pendant le mois d'août et de septembre et nous avons essayé d'améliorer la compétence des hôpitaux et du personnel médical parce que s'il y aura d'autres vagues de coronavirus, nous devons être disponibles. Donc, il y avait des périodes de réussite, de défis, de difficultés, d'échecs, de réussite. Et nous avons pu avoir à la fin des résultats. Je vais vous expliquer les résultats au cours des 3 mois derniers, depuis le mois de septembre jusqu'à le mois de décembre. Nous avons essayé d'améliorer et d'accentuer la compétence des hôpitaux et du personnel médical pour être prêts à affronter la deuxième vague du coronavirus. Nous avons formé 27 493 du corps médical à partir du septembre jusqu'à nos jours. Et actuellement, il y a un stage de formation sur les mécanismes de l'accueil des cas infectés et la classification des cas infectés à travers l'usage des rayons X, etc. Donc, c'était au niveau de tous les gouvernorats de l'Égypte et cette formation a inclus plusieurs parties, une partie en ligne et que nous avons déjà suivie et il y avait une formation pratique et conjointe incluant la formation en ligne et pratique. Concernant les médecins, nous avons formé 25 000 médecins, y compris
l'enseignement ou l'apprentissage à distance. Et il y avait 3000 médecins qui ont suivi des stages de formation pratique, que ce soit au sein de l'académie ou au sein des hôpitaux et au sein des soins intensifs. De même, nous avons formé également les pharmaciens. Nous avons formé 1019 pharmaciens, y compris la formation des pharmaciens à travers la formation à distance et d'autres pharmaciens à travers la formation pratique. Et concernant les infirmiers, on ne peut plus négliger le rôle joué par les infirmiers. Nous avons pu former des infirmiers à travers des stages de formation pratique dans les endroits de leur travail et par suite. Et nous avons également choisi 10 médecins qui ont suivi des stages de formation d'une semaine sur le haut niveau de l'efficacité médicale, le traitement des malades, la nutrition et le soutien psychologique. Et ces 10 personnes qui vont réussir au stage de formation seront un noyau de traitement dans plusieurs hôpitaux. On va commencer par les médecins. Nous avons fait un test de 7000 médecins sur le protocole du traitement du COVID en ligne et le taux de résultat était de 70 à 80%. Nous avons commencé à former 12 000 médecins sur le protocole du traitement à travers les membres du comité scientifique et à travers le webinaire. Nous avons formé des médecins sur les soins intensifs parce que c'est la phase la plus importante pour les malades de COVID. De même, nous avons coopéré avec plusieurs hôpitaux et nous avons coopéré avec l'Organisation mondiale de la santé. Il y avait une formation de plusieurs médecins des hôpitaux sur le protocole du traitement du COVID et sur les recherches scientifiques, les principes de la qualité, parce que ce sont les bases essentielles pour avoir un output positif. Donc, le médecin doit être au courant de toutes ces bases. Concernant, nous avons formé 400 médecins sur les bases de la lutte contre l'infection. Et les médecins des maladies respiratoires ont pu combattre la première vague du COVID. De même, ils assument une grande responsabilité lors de la deuxième vague de COVID-19. Pour cette raison, nous avons amélioré la performance et la compétence de tels hôpitaux. De même, nous avons pris en considération la nutrition nécessaire pour les cas infectés de coronavirus. On ne s'intéresse pas seulement aux médicaments. Nous avons organisé des stages de formation pour les médecins et qui sont basés sur le système nutritif. Et comme vous savez, il y avait, pour cette raison, nous avons commencé à adopter un projet de la création des unités sanitaires au sein des hôpitaux et à travers la formation de tels médecins, nous aurons un système nutritif très important. Améliorer la compétence des médecins des soins intensifs, spécialement dans les hôpitaux de confinement. Nous avons formé 400 médecins dans ce domaine en se basant sur les mécanismes de la respiration artificielle, le protocole du traitement de COVID-19. Et c'est un point très important. Nous avons pris en considération tous ces points parce que les médicaments peut-être sont inadéquats au traitement du COVID ou peut-être ces médicaments ont des effets secondaires. De même, nous avons formé les médecins sur la respiration artificielle et ces médecins ont été formés sur les bases essentielles du secours des patients
en cas d'urgence, parce qu'il y a des médecins qui travaillent dans les sections d'urgence au sein des hôpitaux. Pour cette raison, nous avons bien formé les médecins sur les modalités de la respiration artificielle. De même, nous avons coopéré avec la section des recherches scientifiques. Nous avons pris des initiatives dans les hôpitaux des fièvres et nous avons formé un bon nombre de médecins sur la réflexion basée sur la recherche scientifique et sur l'analyse des données et comment ils peuvent publier des recherches scientifiques. Ces hôpitaux de fièvre se sont transformés en des points de recherche. Il y a 11 hôpitaux de fièvre qui ont participé aux recherches qui ont été effectuées sur le traitement du COVID. Et j'ai l'honneur et le plaisir d'être le chef des hôpitaux de fièvre. À ce moment-là, nous avons commencé à agir dans les différents gouvernorats et d'organiser une journée scientifique. Et nous avons bien formé 150 médecins dans ce domaine. Et je demande aux médecins jeunes de faire une présentation sur les cas graves et nous devons discuter sur les décisions prises à l'égard de tels cas graves. Et de cette façon, nous avons visité le gouvernorat de Kafr el-Sheikh el-Gharbiya, mais à cause de l'accroissement du taux de l'infection, nous avons réduit les visites de tel gouvernorat et par suite, les étudiants internes ont pu répondre à plusieurs questions dans plusieurs spécialisations en prévision des examens finaux qui auront lieu au mois de mai. Et il y aura 7000 étudiants universitaires qui vont participer à de tels examens. Et les médecins internes vont être accrédités à la suite de tels examens et il y aura par suite des résultats positifs sur la médecine en Égypte. Il y a également la plateforme de l'enseignement électronique. C'est une réalisation accomplie par le ministère de la Santé. Donc, chaque médecin doit avoir un compte en ligne pour avoir accès à toutes les informations nécessaires, entendre les conférences et à faire des examens et à publier ou à télécharger des revues internationales. Et nous avons enregistré des cours et des conférences sur ces domaines. Et tous les savants dans ce domaine vont donner des conférences sur les plateformes électroniques et le médecin, à travers son compte en ligne, peut avoir accès à toutes ces conférences téléchargées. Et nous avons fait la première expérience et nous avons fait participer 100 médecins qui ont suivi des stages de formation sur les soins intensifs. De même, ces médecins ont eu des comptes et je remercie le conseiller du ministère de la Santé pour le système informatique. Et nous avons pris ce premier pas qui devait être fait depuis longtemps. Et maintenant, nous avons une plateforme d'enseignement et d'apprentissage des médecins égyptiens qui peuvent actualiser, qui peuvent avoir accès à toute information nécessaire. De même, nous avons également nous coopérons avec toutes les instances spécialisées. Nous avons inclus plusieurs spécialisations sur cette plateforme et il y a 8000 opportunités du stage de formation au sein du ministère de l'Habitation en coopération avec l'Université de Harvard et c'était une réalisation accomplie et nous avons eu la graduation de première promotion
de la formation des formateurs et de même 60 médecins vont présenter le thèse de maîtrise en coopération avec l'université de Harvard. Et le médecin égyptien va être doté d'une thèse de magistère de l'université de Harvard et Dr Hala Zayed a pris la décision de faire participer ces médecins à la thèse de maîtrise. De même, je dois citer la coopération internationale. Nous avons coopéré avec le Soudan et nous avons échangé les expertises soudanaises et égyptiennes. Il y aura un protocole de coopération avec les autorités irakiennes à long terme et par suite il y a une coopération médicale entre les autorités égyptiennes et irakiennes. Il y aura une formation des médecins irakiens dans les hôpitaux égyptiens pour qu'ils soient dotés de l'expertise égyptienne. Concernant les pharmaciens, nous avons formé 1000 pharmaciens au sein de l'académie et 782 pharmaciens ont été formés à travers la visioconférence et ils ont été formés sur l'usage des médicaments. Tout personnel médical, que ce soit dans un hôpital de confinement et dans chaque équipe médicale, on doit avoir un pharmacien parce que le pharmacien clinique peut aider les médecins dans le domaine de l'usage des médecins et tout cela concernant les infirmiers, ce sont la colonne vertébrale de chaque hôpital. Pour cette raison, nous avons amélioré la compétence des infirmiers sur les bases de la nutrition sanitaire. Et les infirmiers doivent savoir les effets secondaires de chaque médicament parce que les infirmiers accompagnent les malades 24 heures sur 24. Nous avons élevé la compétence de 10 infirmiers de manière à être à la hauteur du programme de formation. Concernant les projets à venir, nous avons le projet d'optimiser les compétences des médecins à Bani Suif, alors des stages de formation pour les infirmiers dans les centres des tumeurs, optimiser la compétence du personnel des laboratoires et des personnes chargées des rayons X. De même, nous saluons tous les efforts déployés par l'équipe médicale et si Dieu le veut, on va éliminer cette crise. Merci, Dr Ehab Kamal, membre du comité scientifique de la lutte anti-coronavirus, et on vous remercie pour tous les efforts déployés pour la formation du personnel médical. En réalité, les entreprises pharmaceutiques et les entreprises pharmaceutiques du secteur privé est un partenaire essentiel dans le domaine de la lutte anti-coronavirus et il y avait une coopération entre le ministère de la Santé et ces entreprises pharmaceutiques. J'appelle Dr Olfat Ghorab, le PDG de l'entreprise arabe des industries pharmaceutiques, pour prendre sa parole. Au nom de Dieu clément miséricordieux, je vous souhaite tous la bienvenue. Je salue le comité scientifique. J'étais surprise par le fait que je dois prendre la parole. Je n'ai pas préparé une présentation, mais en tant que pharmacienne, je vais parler du but essentiel de notre réunion et le rôle joué par le secteur pharmaceutique pour la fourniture des médicaments. Et comme mes collègues ont déjà mentionné,
et comme ils ont salué l'efficacité du médicament égyptien, je vais parler des pharmaciens et tous ceux qui travaillent dans le secteur pharmaceutique, que ce soit le secteur public, privé ou d'investissement. Nous assumons la responsabilité tout entière et nous avons commencé à travailler sur 3 axes principaux. Le premier axe, comment sécuriser les médicaments de protocole. Je suis très ravie de tout ce qui a été déjà mentionné par Dr. Jehan. Au cours de la période de l'amendement des protocoles, nous avons déjà parlé des médicaments égyptiens qui ont été utilisés dans tous les protocoles égyptiens. En tant que fabricateur des médicaments, nous avons pu satisfaire tous les besoins du protocole et nous avons travaillé sur cet axe. L'axe suivant, nous avons pu satisfaire les besoins des médicaments pour les malades et pour les maladies chroniques et les médicaments ordinaires. C'était un autre axe sur lequel nous avons travaillé. L'axe suivant, comment nous pouvons sécuriser le personnel dans le domaine pharmaceutique contre coronavirus. Et il y a donc, mais comment nous avons pu faire une sorte d'harmonie entre la fourniture des médicaments et la propagation du coronavirus. Donc, nous avons mené des coordinations avec les autorités concernées et avec le soutien du ministère de la Santé et des entreprises pharmaceutiques. Donc, nous avons pu satisfaire les besoins de base et je vous rassure que jusqu'à maintenant, nous avons des stocks de 6 à 12 mois en matière nécessaire. De même, nous avons travaillé. Et donc, il y avait un travail en rotation. Et donc, pour sécuriser la vie du personnel et pour assurer la continuité de la production. Et nous avons pu satisfaire les besoins du protocole et les besoins en médicaments pour le marché. Et toutes les entreprises privées et publiques et les entreprises d'investissement ont travaillé sur ce domaine. Et nous avons travaillé sur ce système avec l'esprit d'équipe et nous avons pu satisfaire tous les besoins nécessaires. Et le pharmacien joue un rôle clé selon les présentations faites par mes collègues. Et le pharmacien joue un rôle crucial. Et en tant que secteur pharmaceutique, nous sommes toujours disposés à, dans toutes les périodes, et nous sommes capables à protéger le pays. Et je vous rassure que tous les médicaments du protocole, comme Dr. Hassam a déjà mentionné, tous les médicaments du protocole sont des médicaments égyptiens. Même s'il y a des nouveaux médicaments, en coordination avec le ministère de la Santé, nous avons pu enregistrer les nouveaux médicaments et nous avons produit au sein de l'entreprise de Eboko et d'IVA. Nous avons pu produire des nouveaux médicaments. Donc, nous sommes au service de l'État et tout protocole va être pris en considération par nos entreprises. Et je vous remercie infiniment pour toutes les clarifications que vous avez déjà faites et je vous remercie infiniment. Merci, Dr. Orfat Ghorab, le chef de l'entreprise arabe, pour les médicaments. Dr. Gamel Elesi, qui représente Dr. Ahmed El-Aissaoui, le chef de la Chambre de la fabrication des médicaments. Que la paix soit sur vous tous.
En réalité, quand vous voyez sur le diapo, j'ai lu cette publication. Nous remercions Dieu que l'Égypte n'a pas connu des crises pharmaceutiques au cours de la période des crises. Il y avait plusieurs secteurs étatiques qui ont travaillé dans ce domaine à partir de la présidence de la République. Passons par le cabinet, l'autorité pharmaceutique, les entreprises pharmaceutiques, que ce soit des entreprises productrices ou importatrices des médicaments, les pharmaciens. Tous ces éléments ont joué un rôle clé. De même, les ouvriers dans les usines ont joué un rôle clé en la matière. Et le chef de l'État s'est réuni périodiquement et avec toutes les autorités sanitaires pour fournir les médicaments nécessaires. De même, le Premier ministre, le chef de l'autorité pharmaceutique, donc ces instances pharmaceutiques ont joué un rôle clé dans le domaine de la facilitation de l'importation des matières brutes et l'enregistrement de la pandémie, des cas touchés par la pandémie du coronavirus. Tout cela nous a aidés à parvenir à cette classification. Concernant le stockage stratégique des matières brutes, il y avait certaines inquiétudes et nous avons pu fournir le stockage pharmaceutique. Ici en Égypte, on compte sur 95% des inputs des médicaments importés de l'extérieur et 70% de 95% proviennent de la Chine, de l'Inde, qui ont été touchés de la pandémie. Pour cette raison, dès le début, nous avons sécurisé le stockage. Au lieu de compter sur un stockage pour 2 ou 3 mois, maintenant nous avons des stocks médicaux pour 6 mois. Il y avait le financement et donc on a réfléchi à un système stratégique et à fournir des stocks nécessaires. Concernant les prix, la plupart des entreprises des matières brutes ont haussé le prix. Concernant le hydroxychloroquine était à $120 par kilo et l'année dernière a atteint $1 700 par kilo, de $120 à $1 700. Mais il n'y avait plus aucune pénurie de hydroxychloroquine et ce médicament est disponible au marché. C'est vrai que le prix a baissé, c'est à peu près 150 livres égyptiennes, mais au cours de la période de la pandémie, il y avait une hausse de prix de ce médicament. Concernant les coûts du la cargo, il y a auparavant s'est élevé de $3 à $10. Concernant les mesures préventives de personnel et des ouvriers, comme Dr Olfat a déjà mentionné, on a accordé une importance particulière à la protection de la vie des ouvriers au sein des usines et des équipes de marketing qui visitent les hôpitaux. Pour cette raison, ils devaient porter les masques et de même, les usines ont fourni les repas, mais maintenant on fournit des repas secs aux ouvriers et il y a l'adoption du système de distanciation sociale entre les ouvriers.
Concernant le déplacement des ouvriers, au début, il y avait un bon nombre des ouvriers dans les microbus, mais maintenant, on a diminué le nombre des ouvriers dans les microbus. Et s'il y a des ouvriers qui ont été touchés des symptômes, ou si sa femme ou son fils est touché de cette maladie, alors on a demandé à de tels ouvriers de rester chez eux et d'avoir le même salaire. Il y avait 5 ans une réduction du nombre des ouvriers dans les usines. Et il y avait une sorte de rotation entre ces ouvriers. De même, il y avait une flexibilité de la production. Il y avait un changement du plan de production, spécialement pour la production des médicaments nécessaires. Ce qui était très important pour nous, c'est de protéger la vie des citoyens et de fournir les médicaments nécessaires. De même, Dr. Oulfat a déjà mentionné, il y avait un travail supplémentaire 36 heures par jour au sein des usines et c'était des conditions exceptionnelles. De même, ces ouvriers travaillaient pendant les heures de confinement. Donc, il y avait les camions qui transportaient les médicaments, qui circulaient dans les rues pendant les heures de confinement. De même, concernant les médicaments déjà mentionnés par mes collègues, mexofloxacine, paracétamol, les médicaments anticoagulation sont disponibles maintenant, qui ont la forme de pilules. Nous avons également les vitamines pour renforcer l'immunité. On a fourni les vitamines de D. De même, nous avons déjà parlé de hydrochloroquine. Nous avons déjà mentionné plusieurs médicaments qui ont été fournis par les différentes entreprises égyptiennes. Je vous remercie infiniment. شكرا دكتور جمال الليثي ممثلا عن دكتور أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الدواء. والآن مع كلمة دكتور رياض أرمانيوس رئيس مجلس إدارة شركة إيفا فارما. The chairman of the board of directors of Eva Pharma Company. Good afternoon, everybody. I'm Riyad Armanious. I'm the representative of Eva Pharma Pharmaceuticals and deputy chairman of Pharmaceuticals Chamber. I'm here after a lot of professors speaking, so I will be very brief. I want to say 3 things. 1, your immunity is your protection before talking about any medication. Secondly, domestication is safety. Thirdly, we deserve independence and a better future, and this won't happen without research and development. First, immunity is your protection. I wish that our message to the whole community would be the message of health, public health, caring for our immunity, as this is the foundation.
when dealing with a virus that keeps mutating. Secondly, if we can do something as industry and companies, we're able to do it because there were existing investments over the previous years. I'm so proud to be speaking in the name of pharmaceuticals, and most of the industries are here before me. All these companies were able to do that due to the previous investments that existed before in the specialized lines of production, and I'm so proud of what we did with the support of the Ministry of Health and the Standard Procurement Authority. I'm so proud of what we did for Egypt, the neighboring countries, and other countries. We had an experience with this virus. We were able to have an under-license program without mentioning names, and we were able to export it to Philippines, Panama, African countries. We were able to do this because we were able to produce those pharmaceuticals in our company, so domestication is safety. Thirdly, in order not to be lengthy, I'm trying to be brief. We deserve a better future, and there is no safety with a virus that keeps mutating without R&D, research and development. That's why we, the local industry, worked on materials inputs, and now we are working on a number of studies and researches. In our country, we have a lot of scientists, and now there is a clear will to develop pharmaceuticals and vaccines. We deserve to come up with solutions, and we deserve independence, and this is what we can do thanks to all the Egyptian scientists with the support of the Ministry of Education, the Ministry of Higher Education and Scientific Research, the Ministry of Health, and we hope that the outcomes would be satisfactory and would protect us from the mutation of this virus or anything that would happen to this virus. May God protect us all and get us all out of this dilemma. Thank you. Thank you, Dr. Riyad Armanious. I would like to ask the journalists and the media professionals to be quiet. And now, Dr. Shireen Abbas Helmi, the chairman of the board of directors of Pharco Pharmaceuticals. Thank Allah. He created the disease and the cure. Peace be upon Prophet Muhammad. I will take from the words of my brother Riyad, and we promise that we have already started working on these three messages. I would like to say many happy returns to all the Christians for Christmas. Scientific research, we started with it in the year 2013 when Karimi Moshenazi came to Egypt, and they told us, you need to do something about hepatitis C, you need to produce the pharmaceutical companies. At that time, 1 kilo of the input was for $1 million, so we did technology transfer because we did not have a patent for this product, but there was a pending patent for the process and the polymer shape. So we brought an Italian expertise, and when we asked about plots of land, they said that there are none. So we brought a plant for towels. We brought 20 people from Italy, and in 2 years we turned it into a pharmaceutical input program, and we cooperated with an American company. And in the year 2013 and 2014, we worked on this in Egypt, and we did a presentation in ASLD with liver forum in US on the Egyptian medication for hepatitis C, and it was recorded and registered in China, Malaysia, and South Korea. We worked on this, and we turned the 4 Ds into 12 Ds. We know doctors, the drugs, diagnostics, and norms, and we started with the directional political will when President Abdel Fattah al-Sisi on the 12th of May 2015 said, I'm dreaming
and they are dreaming with me to put an end to hepatitis C in Egypt. So are you ready? And we said we are ready, President. And we had the project and the campaign of the 100 million healthers. And on the waiting list, we brought mobile clinics, and the President, with the efforts of the Ministry of Health, Dr. Hassani, and the whole team, Egypt was able to achieve something unprecedented. And this gave Egypt the database on which we have now the health map for the universal health coverage and the future vision to operate, because the whole world now is working according to artificial intelligence and big data. This big data is not a standalone thing. I was talking to Dr. Olfat and Dr. Ahmed Hijazi about this, that we need 3 entities, Farco, Ecdema, and the holding company, and they represent 90% of the Egyptian pharmaceutical industry. So these 3 entities can be united. When we had this pandemic, paracetamol is no longer being shipped. So we started thinking of doing something together, because the economies of scale is what will make us do domestication. When there was a problem with ventilators and high fluorous cannulas, we conducted a scientific research to produce ventilators, and we accredited them in Egypt. And yesterday, the Industrial Development Authority was giving us the license for the Egyptian medical equipment factory of very high quality at an affordable price, quarter the cost of the imported ones. And afterwards we look on other things like scanners, endoscopes, and next the dialysis machines. When I provide a medical equipment at an affordable price, I'm not just saving money for the state, but I am giving clinics and hospitals that do not have the ability to purchase this equipment to purchase ours instead. With the support of scientific research, we started many researches for several medications, and these researchers are in several countries all over the world. And we are connecting companies to each other so that we can do it. As for domesticating the industry, now we have industries that did not exist before, like biosimilars. In the 10th of Ramadan city, in the second quarter of 2021, we will have a factory for biosimilars and vaccines. We are not claiming that we worked on vaccines, but we said a lot of countries are going to work on vaccines, and they would develop 10,000 liters in a tank, and the question is how to turn them into pre-filled syringe. I'm not going to say whether this is better or that is better. What does Egypt need? This is the question. We will provide the international companies the platform so that they can industrialize here in Egypt and divide them into portions. And now, in cooperation with Vaxera and Dr. Olfat, when she was her president, and in cooperation with Sedeco company, we have an entity in Egypt that would manufacture tumors, medications, and drugs with technology transfer from Switzerland, the biggest pharmaceuticals in the world, at an affordable price for the Egyptians. So here we're talking about oncology products, biosimilars, antivirals, the production of medical input, as well as a platform with a lot of data under the supervision of Egyptian control and security authorities. Why? If we would say that we have the expired goods and drugs are about 1%. But this means 500 million Egyptian pounds that are wasted, incinerated, destroy the environment. We can make use of them if we have the platform and the track and trace, and tell the company before the expiry of the medication, I will give you 1/3 its price. It's the price of the inputs. And we will give the universal health coverage system in Egypt the remaining 350,000 Egyptian pounds for this still valid drugs and medication through the data collection and the new
health insurance system that they know this person in Damietta has hypertension and needs this drug, or this has diabetes and he needs this drug. So instead of incinerating these medications that have expired, we will make use of them before the expiry date, and then we will have an inventory for all of them. So for immunity, we started developing the masks, the sanitizers, and we have domesticated the industry and conducted scientific research, and in the near future we will have PCR. I've traveled several times and I did 10 PCRs per month. The question is, how can I have an accredited European analysis and test with PCR that would give me data so that when I want to have mass screening for Egypt, we will do it. Instead of saying that we are not going to detect and examine correctly, I will have modern protocols to enable me to do it. I have physicians who are up to the international level, and we are all working for the health of the Egyptian citizen. Thank you very much, and peace be upon you. Thank you, Dr. Shireen Abbas Helmi, the Chairman of the Board of Directors of Pharco Pharmaceuticals. And now we receive questions from journalist Mr. Mohammed Helmi, the reporter of the Egyptian television. At the outset, I would like to extend thanks to the scientific committee for the protocol that was submitted for the pandemic. My question regarding the antiviral drug, the Tamiflu. In the beginning, Tamiflu was there in the protocol and it was withdrawn. During the second wave of the pandemic, there are some researchers, not in Egypt, but in other countries, that announced it in the protocols. As for the new protocol developed by the scientific committee, the EVAZID, I want to ask about its pros and why what is included in the new protocol, although some people raised controversies and doubts about it in the beginning of the pandemic in other countries in the world. Thank you, Mr. Mohammed, for your questions. These are very important questions for us to clarify a lot of points. Tamiflu is not a drug for COVID-19. It is a drug for influenza. And when it was included in the first protocol, because it was at the time when there was influenza and people were not able to distinguish between the pandemic and influenza, studies did not show that it has any influence on the treatment of COVID-19. So no country in the world uses it. We went back now to other drugs. So if the person has symptoms of influenza, we can give him this drug until we wait for the test results. But there is no study in the world that proved that it can be used for treating COVID-19. That's why it is not included in the Egyptian protocol, because no study proved its usefulness. As for Ardemek, there were no studies that were conducted during the first protocol because this drug started only last May after the protocols were developed. It's a drug that the Egyptian and international studies proved to be useful in mild cases. And in medium cases, also it can be used with combining it with hydrochloride. So there is no drug in the world that does not have any side effects, but it's the question whether the severe side effects are there or not, adverse effects are there or not. They do not have severe side effects or adverse side effects. And Dr. Hassani and Dr. Ihab Kamal reviewed these studies. We did not include this drug except after several months of studies, detailed studies. And we talked with Dr. Hassani about this when we are going to include the new protocol. What are we going to do? We wanted to put it starting September. Dr. Ihab and Dr. Hassani said studies need time. So there is no drug in the Egyptian protocol that is added except after studies prove its effectiveness.
I'm not going to run after news saying that this drug did so and so, or that two became itchy after using it, because this is nothing to do with science and medicine. We found that this is a drug that is very effective, like Tamiflu, in treating influenza, so it should not be included in the treatment of COVID-19, but something that can be used in treating mild and medium cases, mixing it with other drugs like the Ivermectin. It would be included in the protocol. So we added them to the protocol, and the main element for selection was the effectiveness and the safety of the drug. Thank you for this very important question. This drug, is it used in prevention? Some citizens use it. There were some studies for using it as prevention, but these are studies that are not finalized yet because they are not conducted on a large scale. It is conducted on a very small group of patients, so that I can advise to use it for prevention. But the Egyptian Ministry of Health and Dr. Ihab Kamal are conducting this study. We finished our study as medications, and we started another study for the prevention. The study did not come to an end yet to say yes or no, we will use it as prevention. So let's not use medications as prevention without a scientific proof. Otherwise, its effectiveness would reduce if you are going to use it in that case. I have one additional point. Since we're talking about influenza and common cold, influenza won't come to an end in the world. It is something that happens annually during winter, and Egypt, through the central labs of the Ministry of Health, has studied influenza, and it has a study adopted and accredited by WHO. And partnership in science means that you make science contribute to it, and you have part of the scientific researches. This is something positive, and Egypt is one of the countries that do this regarding influenza. We've studied the genome of influenza and the genetic series of influenza to have the vaccine for the influenza that is manufactured every year, and also cooperating with the pharmaceuticals authority in providing the influenza drugs and the vaccine for the seasonal influenza that is largely provided this way this year in an unprecedented manner. Ms. Fatin Al-Khidawi, a Dastur newspaper. I have a question to the scientific committee. We want to know the symptoms for people who recover from pandemic-19. You said that there is the post-recovery syndrome. What are the symptoms in the post-recovery period, and when do these symptoms appear, after 2 months or 3 months? We say that we are the first of the protocols that had put the word long COVID or the post-COVID syndrome after the recovery of the patient. There might be some symptoms there, the one of which is exhaustion. The most common one, exhaustion. Some people have hyperventilation. There are some psychological aspects like anxiety, frustration, depression. These are the symptoms that happen after COVID-19. Some symptoms like exhaustion take 3 weeks to 1 month. Depression takes 1 month or 2 months. So it differs from one symptom to other, but each one of these symptoms is in the protocol, and it has the optimum way for treating it and the duration for the treatment. Mr. Hatem Hosni, Akhbar al-Yom newspaper. Dr. Hossein, I think that there are some countries that started working on amending the protocol after the new strain of COVID-19. Are we about to do this? No, Hatem, no one started changing the protocols. As Dr. Hassani and Dr. Jean said, we are communicating with countries all over the world regarding the protocols. For the new strain, there has been mutation and change in this new strain that led to its ability to widely spread, but it has nothing to do with the diagnosis or the treatment. It just mutated to spread more, but the protocols did not change because the virus response to the treatment is the same.
So we are saying that the variant, they did not call it a new strain, they just call it a new variant. And it means that the mutation is not fully. It did not lead to a change, it led to more ability to spread. So no change with diagnosis, treatment, or the severity of the pandemic. But this is a quick mutation of the virus, and we are following up any new thing that might occur. Thank you, Dr. Hussam Hosmi, the head of the scientific committee. Thank you. I just have one thing to say before wrapping up this conference. I need to clarify one point. The idea of this press conference is not to tell you what did we do. We are working and we will work and do more and more. But we just want people to know that the scientific committee and the Ministry of Health does not only have a treatment protocol. Maybe this was the main idea behind this meeting, to say how we are working. So be confident. I know that the Egyptians have confidence in the Egyptian government, the state of Egypt, and the Ministry of Health. But we'd like to tell them that the scientific committee is not a committee to put a treatment protocol. It is an entity that has its studies. The Ministry of Health and its decisions are based on studies and researches conducted in the Egyptian Ministry of Health. Our recovery figures, if they are very good and we reached good recovery, I think that the recovery rate is 83% in the hospitals. But it is not satisfactory to me or Dr. Hassani or Dr. Hala Zayed or the political leadership in Egypt, because we want a recovery rate of 100%. But we are just telling you the scientific committee is not responsible only for putting the treatment protocol, but we are conducting researches. We are providing medical treatment for the physicians. And it is also a committee responsible for the code of conduct and a research committee, as Dr. Noha Asim explained. We are all working hand in hand. We are all one, and we have one objective. We have a pharmaceuticals authority that is very strong, and we have pharmaceutical companies that enabled us to manufacture any drug we need here in Egypt. We have the drugs and medications, so we have no problem with changing our protocol at any time. We have high recovery and treatment rates, and we are even working on prevention. And as Dr. Hala said, that in few months Egypt would be able to manufacture a vaccine in the Arab Republic in Egypt, and would be a distribution hub not only in Egypt but in the whole African continent. Thank you all participants, the leaders from the Ministry of Health and Population, and the members of the scientific committee. Thank you, the journalists and media professionals. The Ministry of Health, Dr. Hala Zayed, apologized for not attending because she has another important appointment. Thank you.